Figure bien connue du club, depuis cette année, vous la voyez au bord des terrains, en train de préparer la collation ou bien en train d'entraîner les petits. Le terrain lui manque et la voir sur les terrains nous manque aussi. Ton aventure a fait dynamiser la mise en place des CDD de semi-professionnalisation. Un jour, je reprendrai peut-être le long combat d'une blessée avec Victoria Wilson, c'est maintenant. Bonjour Vico, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va. Merci de m'accueillir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, est-ce que tu peux te présenter ? Nom, prénom, on connaît déjà, mais ton âge, ton année, depuis quand tu es au club et tes années rugbystiques. Alors, comme tu l'as dit, Victoria Wilson, ça je le redis quand même, j'ai 20 ans, je suis en 2e année de licence de STAPS, et ça fait maintenant, je pense, 7 ans, si je calcule bien, que je suis au club. Et t'as commencé le rugby avant ? J'ai commencé il y a 8 ans, 9 ans, je sais plus trop, dans l'Est, ma région d'origine, à Molsheim, à côté de Strasbourg, et je suis venue après au Pôle Espoir en cadette ici à Villeneuve. Ok. Et tu joues quel poste ? Alors je joue principalement 3e ligne centre, donc le numéro 8 à l'arrière de la mêlée, mais ça m'arrive aussi de jouer 3e ligne aile, donc 6 ou 7, mais en gros 3e ligne. Et du coup, tu as dit que tu étais en STAPS. C'est pour faire quoi plus tard ? Comme je l'ai dit, je suis en 2e année de STAPS, et dans le but donc de faire une licence STAPS, parcours éducation et motricité, et après mon master devenir professeur des écoles, donc institutrice en maternelle ou en primaire. Okay. Est-ce que tu as des activités extra-rugby ou des passions ? Donc toute ma vie tourne un petit peu autour du rugby quand même, en dehors du coup de mes cours à la fac et de mes entraînements, moi en tant que sportive, j'entraîne. Ici au stade Villeneuve, donc c'est quand même une activité, mais ça reste au rugby. Mais sinon, j'aime bien faire la cuisine, c'est compliqué dans un petit appartement, mais j'aime bien cuisiner, et tout ce qui est activité manuelle, peinture, broderie, tout ça. Et du coup, tu viens d'en parler, donc le coaching, tu coaches les U8. Est-ce que tu peux nous en parler de qu'est-ce que ça apporte pour toi dans ton quotidien d'entraîner des petits pleins d'énergie ? Ouais, j'ai commencé l'année dernière du coup à coacher. Cette année vraiment quasiment toutes les semaines j'y arrive, sauf des fois avec les cours. C'est un vrai bonheur, quoique c'est parfois fatigant d'entraîner les 8, parce que donc, c'est une catégorie de 6 à 8 ans, et ils sont plein d'énergie, même débordants d'énergie, mais ça rend super fier de pouvoir transmettre notre passion rugbystique, et puis de voir évoluer des petits loups, des tout petits, et leur faire aimer le rugby et le ballon ovale. Donc c'est super. Est-ce que tu penses qu'il y a des futurs champions dans votre génération ? Alors, je pense qu'on en a quelques-uns. On a notre petit Marius. Et après, je pense qu'on a des champions à tous les niveaux. Il y en a qui se révèlent un peu plus tard. Il y en a où on voit leur progression phénoménale. Et après, il y en a qui ont une motivation d'en faire. Et je pense qu'à cet âge-là, on peut dire que c'est tous des petits champions. Et du coup, comment tu as commencé le rugby ? Alors moi, j'ai commencé le rugby au collège, par hasard, entre guillemets. Je faisais du hand et de la danse avant. J'ai arrêté le hand parce qu'il n'y avait plus d'équipe féminine. Et les garçons de ma classe au collège faisaient du rugby. Et on s'entendait bien et on a dit avec des copines « Oh on va essayer, pourquoi pas ?» Du coup, on s'est inscrit à la section UNSS, donc le sport au collège rugby. On a essayé quelques entraînements toute l'année. Et après, moi, à la fin de l'année, je me suis inscrite dans un club et puis c'était parti. Et du coup, pourquoi t'es restée ? Alors moi, j'ai toujours aimé me défouler. J'ai toujours eu besoin d'un sport quand même pour me vider la tête, me dépenser. J'aime quand même beaucoup les sports de ballon, sports collectifs. Et donc le rugby, c'était un mélange de sport collectif, sport de ballon et pouvoir se défouler. L'aspect contact m'a jamais trop fait peur et je suis tombée dans un club très familial, comme ici à Villeneuve. Et du coup, j'ai tout de suite accroché. On rentre dans une famille qui nous épaule, qui nous entoure. Et en fait, quand on y réfléchit, je pense que c'était un coup de cœur parce qu'il n'y a pas de raison évidente. Et du coup, après, t'es venue ici au Pôle Espoir, justement. Pourquoi tu as choisi Villeneuve et pourquoi tu as continué justement dans le rugby, donc Pôle Espoir, où on vise quand même le haut niveau par la suite ? Alors ça s'est fait très vite entre le moment où j'ai commencé le rugby et le moment où je suis allée en Pôle Espoir.
pourquoi Lille Donc, pour entrer au pôle espoir, il faut passer des détections. Et donc, moi, à mon époque, pour mes détections, j'avais soit le pôle de Dijon, qui était en formation pour les filles, et le pôle de Lille, qui était déjà très réputé, bien installé, bien connoté, on va dire, pour le rugby féminin. Et donc, j'ai passé les tests dans les 2 pôles, et j'ai été prise à Lille. Et donc, même si c'était un peu loin de ma famille, et qu'à l'époque, à 15 ans, c'était pas très simple de partir, j'ai quand même sauté le pas, et je suis partie à Lille, donc en internat, en sport-études. J'ai fait que 2 ans de pôle parce que j'avais un an d'avance scolaire, donc c'était tout un micmac au niveau des années scolaires et de sport. Et en fait, le haut niveau, je pense qu'une fois que tu y as goûté et que tu aimes bien, tu te poses plus de questions et tu continues. Tant que ça va, tu continues. Alors, si on est ici aussi, c'est principalement pour parler de ta blessure, justement, pour sensibiliser les gens, mais aussi expliquer comment on fait pour s'en remettre et voir ce qu'on aurait pu faire peut-être pour l'éviter ou pour éviter d'autres prochaines blessures. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé et aujourd'hui à quel point tu en es de ta guérison? Donc, moi, ma blessure, je me suis rompu le ligament croisé antérieur du genou. Donc je me suis fait opérer. Et ça, c'est arrivé en juin dernier. Je me suis rompu mon ligament en juin dernier lors d'un tournoi de Seven avec le club. Sur une action vraiment très bête, on va dire. Quelque chose que je fais très souvent à l'entraînement, tous les matchs. Et je pense qu'avec le recul, c'est arrivé parce que mon corps était très fatigué. C'est arrivé en fin d'année où on a eu une saison très chargée puisque c'est l'année de notre maintien. Ensuite... moi, personnellement, j'étais pas forcément en hyper grande forme, c'était pas la meilleure période de ma vie. Et je venais de terminer mon boulot, parce que je travaillais de nuit. Et donc, j'étais très fatiguée, puisque j'avais pas du tout un rythme de sommeil optimal pour le sport de haut niveau, parce que je dormais 3 heures par nuit. Je faisais ma journée, le boulot, je refaisais une sieste l'après-midi, et puis je retournais à l'entraînement, donc c'était vraiment pas un cycle de ouf. Donc j'étais très fatiguée et je pense que mon corps a montré ses limites et donc mon ligament s'est rompu en juin. J'ai eu la chance avec le club de pouvoir faire toutes les démarches médicales pour être prise en charge rapidement, donc je me suis fait opérer en juillet. Et après a commencé ma convalescence. C'était ma première grosse blessure, j'ai déjà fait des commotions. Mais au niveau des articulations, je me suis jamais rien pété ou quoi que ce soit, et donc c'était ma première grosse blessure. Et les ligaments, c'est vrai qu'en général, ça a quand même la réputation d'être la grosse blessure, la hantise de tous les sportifs. Et donc quand j'ai appris que je me suis fait ligament croisé, c'était un peu dur quand même. Et donc là maintenant, c'est quand même passé relativement vite. Je dis ça avec du recul, mais je suis déjà à 9 mois. Et donc je pense qu'il m'en reste 2, j'espère, avant d'être totalement remis et de retour sur les terrains. Et comment t'as su que c'était une grosse blessure ? Alors, sur le terrain, je reçois une passe et je vais à la percussion. Et donc, ma jambe est tendue en appui pour pouvoir résister à la percussion. Et je me fais plaquer et en fait, tout mon genou sort vers l'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai eu un gros trou noir et... Après, je me revois étendue au sol en train de crier, de pleurer. Et j'avais jamais eu aussi mal de toute ma vie. Et je me demandais comment ça allait pouvoir s'arrêter. Et pendant, je pense, au moins 5 bonnes minutes, j'étais par terre. J'arrivais pas à me relever. Et vraiment, la douleur, j'avais jamais connu une douleur aussi forte. Après, du coup, j'ai pas pu continuer à jouer. Il y en a qui arrivent à rejouer directement. Moi, j'ai pas pu jouer. Du coup, il y a c'est pas les pompiers, mais c'était le SAMU qui était présent dans le tournoi qui m'a aidée à sortir du terrain. Je me suis assise et après j'ai passé toute la journée à regarder les copines au tournoi en boitillant sur ma jambe puisque je pouvais pas poser le pied et mon genou il a directement gonflé et je savais que ça allait pas le faire. J'avais eu super mal, tout mon genou avait été sorti. Donc dans un coin de ma tête j'espérais que ce soit pas les ligaments, mais je me suis dit bon... faut quand même l'envisager parce que faut pas se faire trop de faux espoirs et donc une semaine après quand j'ai été passer l'IRM qu'on m'a dit les ligaments croisés, un peu le cauchemar quoi. Et c'était quoi justement ton état d'esprit à ce moment-là et ta réaction? Quand j'ai appris que c'était les ligaments croisés, alors heureusement c'était la fin de saison, mais
Je pense que quand le médecin m'a annoncé dans le bureau que c'était le ligament croisé, après il m'a encore parlé, il m'a expliqué des choses, et je pense que j'ai totalement déconnecté au moment où j'ai entendu ligament croisé. Je pense que mon cerveau il s'est mis en off, et il a réalisé tout ce que j'allais manquer. Bon après d'un point de vue perso, en juillet je partais aux États-Unis, donc bon, le super gros voyage attendu de 3 semaines en road trip, visiter tout ça, quand t'as un genou pété, bon c'est pas l'idéal. J'ai eu une attelle, j'ai réussi à marcher un peu quand même, mais bon, du coup, on avait loué un fauteuil roulant. Mais après, d'un point de vue rugby, je savais, quand j'ai entendu ligament croisé, que c'était la grosse blessure des sportifs, que c'était dur, long, que ça voulait dire opération, et que ça voulait dire quasiment toute une année loin des terrains. En général, on dit entre 6 et 8 mois, donc moi, je m'étais dit, si je cartonne, en 6 mois, je suis de retour sur les terrains. Bon, c'est plus long que prévu, mais du coup, ça me fait une année blanche. Mais c'est vrai que ça a été assez compliqué, le diagnostic, et sur le retour, dans la voiture. Je me suis effondrée. J'avais Emma qui était avec moi, parce que c'est elle qui m'a conduite, parce que je pouvais pas conduire. Et je pense qu'heureusement qu'elle était là, parce que donc, j'ai eu cette phase où je me suis effondrée. Et après, on a discuté, on a dit, bon... Maintenant, il va y avoir l'opération, comment on va faire ? Et je pense que j'ai essayé de me rassurer en organisant la suite et en me disant toutes les étapes. Parce que je pense que si j'avais direct pensé à tout ce que j'allais louper, à toutes les épreuves, enfin en tout cas sur le retour en voiture, parce que arrivé le soir dans ma chambre, j'ai quand même tout lâché, j'ai fondu en larmes. Mais je pense que... il y a un moment, après le diagnostic, je pense que j'ai pas voulu y croire tout de suite. On m'a dit ligament croisé, mais que ton cerveau arrive à réaliser que tu t'es vraiment pété ça, que tu vas aller te faire opérer et que tu vas pas jouer et que tu vas être loin des terrains pendant 6, 8, pour moi quasiment 1 an, je pense qu'on met un peu plus de temps qu'une demi-heure à le réaliser. Je pense que je l'ai vraiment réalisé au bout de 3, 4 jours, quand j'ai pas pu poser le pied pendant plus d'1 semaine et que je me dis, ouais, là ça va être très très dur. Et justement, du coup, qu'est-ce que tu as fait quand il a eu les moments les plus durs, que ce soit au moment de ta rééduque, des soutiens. Comment tu as su trouver l'énergie, le courage de continuer le chemin ? Parce que c'est quand même long. Là, tu nous as dit que ça devait être normalement 6 à 8 mois et là, tu en es à ton 9e en espérant que ça aille mieux. Alors, c'est vrai que c'est plus long que prévu. Après, je l'ai su, au bout du 4e mois, je pense que j'ai su que ça allait être plus long parce que mon chirurgien il m'a dit n'espère pas reprendre avant 10 mois. Donc j'étais déjà fixée, donc je savais que ça serait déjà plus long. Après, forcément, dans une grosse blessure, il y a toujours des phases de haut, de bas. On m'en avait parlé, du coup quand j'ai appris que je me suis blessée, on m'en avait parlé qu'il y aurait des phases, pas chouettes, mais des phases où on se sent fier parce qu'on réussit, on réapprend des choses, puis des phases qui seront pas faciles. Moi, je pense que j'ai vraiment eu 3 grosses phases. Juste après mon opération, quand t'es alité pendant 2 semaines et que tu dépends totalement des gens, moi je suis rentrée chez mes parents parce que je pouvais pas bouger, je pouvais pas me doucher toute seule, j'étais dans le lit. Après la période où j'ai dû réapprendre à marcher, parce que mine de rien, j'ai eu beaucoup de mal là-dessus, j'ai mis 1 mois et demi avant de savoir remarcher correctement. Donc quand t'as 20 ans et que tu dois passer 1 mois à réapprendre à marcher, quelque chose qui était acquis, c'est pas forcément facile, donc là ça a été un gros coup de mou. À cette période-là, j'étais encore chez mes parents parce que j'ai passé 1 mois totalement chez mes parents pour qu'ils puissent m'aider. Donc là, ouais, un gros coup de mou quand il a fallu réapprendre à marcher. Donc là, j'avais le soutien de ma famille. Et après, quand tu réussis à marcher sans tes béquilles, tu te sens fière. Alors ça te remet dans une dynamique. Après, j'ai eu un autre gros coup de mou vers mes 3 mois, je pense, parce que ça n'avançait plus. Je pouvais toujours rien faire, je pouvais rien faire d'autre que marcher en fait avec mes jambes, j'avais toujours pas le droit de courir ni rien. Je faisais que de la rééducation passive entre guillemets sur ma jambe, que de la proprioception, récupérer ma flexion. Et à côté, je faisais que de la muscu du haut du corps ou du cardio sur le vélo à bras. Et donc c'était très 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 long jusqu'à ce que au 4e mois, je commence à recourir un petit peu, mais du coup la phase du 3e mois, c'était très très long. Et là, j'ai eu un gros coup de mou
où j'ai commencé à remettre les choses en question et à me laisser un petit peu aller. Du coup, je suis pas forcément quelqu'un qui aime parler trop de ses problèmes, donc je me renfermais un petit peu sur moi. Enfin, quand tu rentres le soir chez toi après l'entraînement, tu pleures un peu. Dès qu'il y a quelque chose de triste, tu pètes un peu un câble. Et après, il y a des filles qui ont vu que j'allais pas hyper bien, donc j'ai eu la chance de les avoir. J'avais Emma aussi qui m'a beaucoup aidée, Mejda qui m'ont fait beaucoup rire, qui m'ont fait changer d'idée. Et après, à cette période-là, à mes 3 mois, moi j'étais encore avec Lucie, qui s'est fait opérer de l'épaule, elle, donc on était encore beaucoup ensemble en rééduc. Et du coup, je pense que ça m'a vraiment aidée qu'elle soit là, parce que faire ça toute seule, je pense que ça aurait pas été la même. Donc je pense que heureusement que je les ai. Après, je passais tout le reste de mes entraînements au bord du terrain à regarder les filles. Donc je pense que j'étais peut-être un petit peu sadique envers moi-même. Parce que ça me faisait du bien d'être proche du terrain, de voir les filles, ça me remontait le moral. Mais en même temps, ça me montrait tout ce à quoi j'aurais pas le droit pendant longtemps et tout ce que je loupais. Mais je pense que... D'être loin des terrains, surtout quand il y a la reprise. Donc, moi, je me suis blessée aussi en même temps, donc je sais plus ou moins ce que ça fait. Comment toi, tu l'as vécu, cette reprise où justement tu vois les filles reprendre, donc pendant les vacances, tout le monde est content de rentrer chez soi, mais c'est vrai que quand on est toute la semaine au rugby, ça manque pas mal pendant les grandes vacances. Et donc on voit tout le monde reprendre, sauf que nous, on reste au bord des terrains à prendre des photos. Comment toi, tu l'as vécu justement cette période? Et tu en as parlé aussi, donc Lulu qui était avec toi, donc on a vu un super reportage sur elle, vraiment incroyable, n'hésitez pas à aller le voir. Comment ça a été votre relation aussi pour s'en sortir à deux et être toutes les deux pour continuer à progresser, et au moment où justement elle a pu reprendre et toi tu étais toujours seule en muscu? Alors c'est vrai qu'être loin des terrains, c'est pas facile quand t'as entraînement tous les soirs et que c'est la moitié de ta vie en fait. Donc après les cours, quand t'es censé aller à l'entraînement, forcément j'allais à l'entraînement aussi, donc c'était kiné ou muscu pour moi. Mais du coup je terminais plus tôt, j'allais voir les filles à l'entraînement. Et c'est franchement pas facile du tout d'être loin des terrains, parce que tu sais que tu fais quand même partie de l'équipe, que les filles sont bienveillantes, qu'elles pensent à toi encore. Mais mine de rien, tu partages pas tout ce qui est sur le terrain, toutes les petites blagues et toutes les petites chamailleries entre guillemets qu'il y a sur les terrains. Et après, d'un point de vue rugbystique, tu les vois évoluer, tu les vois faire, et t'as l'impression d'être un peu à la ramasse et d'être pas vraiment dans l'équipe. En fait, c'est très bizarre parce que tu sais que t'es dans l'équipe, mais t'as pas l'impression d'y être puisque tu partages pas le terrain avec les filles. Et donc, t'as l'impression d'être un petit peu effacé par rapport à l'équipe. Donc, c'est pas forcément facile d'être sur le bord du terrain à regarder les filles. Après, moi, j'ai réussi à faire passer un petit peu le temps et à me raccrocher au terrain aussi en étant dirigeante, puisque j'ai basculé de l'autre côté en étant dirigeante pour l'équipe élite. Donc j'ai accompagné toutes les filles sur tous les déplacements, j'aidais à organiser les déplacements, je les suivais à l'autre bout de la France, tu comptes les maillots sales à la fin du match. Donc t'apprends à avoir un autre rôle pour rester proche de l'équipe. Mais c'est vrai que du coup, c'est plus forcément les mêmes relations que tu as avec l'équipe. Et c'est pas facile, il faut réussir à l'accepter aussi que pendant longtemps, toi, tu toucheras pas la balle sur le terrain. Et comme dit, heureusement que j'avais Lulu pour être là avec moi. Elle a été loin des terrains 6 mois, il me semble. Donc vraiment 4 mois en salle de muscu avec moi, puisqu'après elle a repris progressivement sur les terrains. Donc on était là à s'épauler chacune l'une l'autre, on s'encourageait. Elle a été blessée du haut, moi du bas, donc elle musclait le bas, moi je musclais le haut. Donc c'était drôle parce qu'il y avait une sorte de complémentarité un petit peu entre nous deux. Donc je pense que si on est
quand même toutes les deux d'une nature assez souriante et joyeuse. Donc on arrivait à se remonter le moral un petit peu. Puis c'était très rare qu'on soit les deux en même temps dans une mauvaise période. Donc quand il y en a une qui allait pas bien, l'autre lui remontait le moral et vice-versa. Et donc je pense que c'était vraiment important pour moi de l'avoir et important pour elle de m'avoir, je pense. Et du coup, c'était quoi ta plus grande motivation justement pour passer, enfin pas pour passer le temps, mais pour continuer? Alors forcément, je pense qu'il y a le but final, retourner sur les terrains. Après, moi je savais très vite que, donc au 4e mois, que je ferais une saison blanche, puisque j'aurais pas le droit de retoucher le ballon avant, dans un match avant mes 10 mois. Mes 10 mois, je savais que ça m'amènerait fin mai. Au vu des calendriers, il restait très peu de matchs, donc je savais que je ferais quasiment une saison blanche. Donc moi, ma motivation, c'était se remettre de la blessure, mais j'avais pas comme objectif une telle date et un match précis où se dire là, il y a ce match-là qui est par exemple en avril, je sais que ce match-là, je vais être sur le terrain, je veux le faire. J'avais pas cet objectif de match en perspective. Donc mon objectif final, forcément, et ça l'est toujours, c'est de reprendre à 100%, de pouvoir replaquer sur le terrain, jouer totalement avec les filles. Mais je pense que c'était plusieurs petites motivations découpées en petits objectifs. Savoir remarcher, pouvoir recourir, pouvoir reprendre de la muscu du bas du corps, pouvoir sauter. Je pense que c'est aussi ce qui aide, et c'est ce que m'ont conseillé les filles, les kinés, c'est aussi de voir à petite échelle, de faire step by step comme on dit, de se contenter de chaque étape et de voir l'avancement au fur et à mesure. Mais du coup c'est ça qui est pas facile, c'est quand tu viens de passer un cap et qu'après pendant un mois ça bouge plus et que tu fais la même chose et que tu vois plus de progrès, c'est là que c'est compliqué. C'est dans les phases de plateau où il n'y a plus rien qui bouge, c'est là que c'est compliqué. Mais après, la motivation, c'est de s'en sortir, entre guillemets, et de pouvoir redevenir une sportive normale, sans que la blessure fasse partie du quotidien. Et aujourd'hui, c'est quoi tes plus grandes peurs? Alors, mes plus grandes peurs, c'est de, reprendre le contact, puisque là, je suis en jeu à toucher. J'ai enfin eu le droit de reprendre le jeu en collectif à toucher. Donc je reprends petit à petit les courses. D'ailleurs, mon cardio en prend un coup. Mais ma plus grande peur en numéro 1... Non, je pense que... Non, reprendre le contact, je pense que ça vient en numéro 2. Parce que le rugby, c'est quand même assez rude physiquement. Et c'est sur une percussion au contact que je me suis blessée. Donc je pense que j'ai cette peur de reprendre le contact, puisque c'est là que ça va mettre à l'épreuve mon genou. Je pense que mon genou va tenir, mais c'est aussi psychologique après. Mais ma première grande peur, je pense que c'est de me reblesser. Pas forcément le genou, mais une blessure longue. Parce que tu vois à quel point c'est long, que c'est difficile. Et je pense que quand t'en as fait une, avoir peur de te reblesser une autre fois sur une grosse blessure comme ça te hante un petit peu, parce que tu te dis, est-ce que tu serais capable de repasser l'épreuve, et d'y retourner, quoi. Tu vois, tu sais pas si tu serais capable de le revivre encore une fois. Et moi, je me suis déjà posé la question, je me dis, waouh, c'est chaud quand même. Là, ça fait 9 mois, mais quand tu y repenses, il y avait quand même des moments vraiment pas faciles. Donc je pense que c'est ça mes plus grosses peurs, c'est que de me reblesser, une grosse blessure à nouveau, et la reprise du contact qui va arriver, j'espère, incessamment sous peu. Et est-ce que tu as pensé à l'arrêt du rugby totalement? Alors, pendant ces 9 mois, j'ai eu le temps de poser beaucoup de questions, de remettre beaucoup de choses en perspective, parce que aussi, quand t'es loin des terrains ou que tu regardes les filles, tu divagues dans tes pensées, donc tu te poses plein de questions. Et après, ne pas t'entraîner normalement quand tu sors de ta routine, ça te fait lever la tête du guidon, entre guillemets, ça te
ça te remet les choses en face. Non, ça te remet les yeux en face des trous et tu te poses plein de questions. Et moi, ça m'est arrivé de me demander pourquoi je faisais ça. Enfin, est-ce que j'allais continuer ? Et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions aussi sur le style de vie que j'aurais si je faisais pas du rugby à haut niveau. Qu'est-ce que je ferais ? D'autres aussi. Et donc je me suis beaucoup posé de questions là-dessus. Si j'arrêtais le rugby, qu'est-ce que je ferais ? Et est-ce que, après cette blessure, je voulais retourner sur le terrain ? Et c'est vrai que ces questions, elles arrivent surtout dans les moments pas faciles, où tu vois pas de progression. Et après, plus t'avances dans ta rééducation, moins je me suis posé ces questions, puisque du coup, plus t'avances dans ta rééducation, plus tu te rapproches du but, plus tu reviens sur les terrains et tu retrouves une routine d'entraînement finalement qui se rapproche de la normale, enfin de notre normale à nous en tant que sportif de haut niveau. Et je pense que maintenant, je suis bien lancée, je suis plus très loin de la fin. Je pense que ces questions, maintenant, je me les pose plus. Je pense que je suis repartie dans le système du haut niveau et je pense que c'est tout à fait normal quand tu as une grosse blessure comme ça de tout remettre en question. Donc ouais, ça m'est arrivé. Et imaginons que tu as 5 minutes pour nous parler de ton match retour. Tu peux fermer les yeux et t'imaginer à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous raconter cette journée et qu'est-ce que tu te dirais à la toi d'aujourd'hui, justement, qui est en train de parler ? Alors, je t'avoue que j'y avais jamais pensé, puisque pour moi c'est encore même là loin, puisque mon match retour, ça sera la reprise la saison prochaine, donc au plus tôt, à mon avis, fin septembre. Donc ça fera 14 mois post-blessure, donc ce qui est très long. Mon match retour, je l'ai jamais imaginé, mais là, je pense que si je devais y penser, il y aurait un mélange d'excitation, puisque ça fait longtemps que t'es pas dans cette adrénaline, t'es pas dans cette excitation du terrain, parce qu'il y a tout le match, bien sûr, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Il y a la journée avec l'équipe, il y a la préparation avant match, il y a notre remise des maillots, et après, il y a arrivé au terrain. Et je pense que niveau terrain, donc je serais très excitée, forcément une appréhension de la blessure au début du match, à mon avis, puisque là, au dernier match que j'ai fait, c'est là que je me suis blessée, donc je pense qu'il y a cette appréhension, mélange d'excitation et d'appréhension. Et après, me connaissant, je pense qu'il y aurait une partie de moi qui aura peur de pas être au niveau. De me dire « Waouh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de match. Est-ce que je suis au niveau ? Est-ce que je sais encore le faire ?» Ça, je sais qu'au vu de mon tempérament, je pense qu'il y aura ces idées qui me traverseront la tête. Après, je pense que c'est comme toutes les peurs. Une fois que le coup d'envoi il est sifflé, tu réfléchis plus et tu joues. Mais après, je pense aussi que la préparation avant le match de toute la journée, elle sera assez forte en émotion, puisque c'est là que je me rendrai compte, je pense, que de toutes les épreuves et de tout le chemin que j'aurais fait et surmonté. Et donc en septembre, si je devais jouer et que je devais me parler à moi de maintenant, je pense que j'aurais pas grand-chose à lui dire à part que je suis fière d'elle, je pense, d'avoir surmonté tout ça et d'avoir rien lâché. Et en parlant de remise de maillot, tu l'as évoqué, est-ce qu'on t'en a déjà remis un en tant que blessé ou pas depuis le début de la saison ? On m'en a déjà remis plusieurs, il me semble. Au moins un très spécifique à moi dans les débuts de ma blessure. Puisque en plus en tant que dirigeante, du coup même les matchs à l'extérieur j'accompagnais les filles, donc je faisais tous les cercles et les remises de maillot avec les filles. Donc on m'en a déjà remis un pour me dire que j'étais blessée mais que j'étais toujours là, que les filles étaient très fières de moi, que je ferais toujours partie de l'équipe, tout ça. Donc des moments très, très forts en émotion. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et après il y a eu des remises de
de maillot ou sans qu'on me remette mon maillot directement à moi. Dans le discours des filles, j'ai été évoquée en disant que fallait aussi se servir de cette motivation-là et de cette rage, que les filles avaient la chance d'être sur le terrain parce qu'on ne se rend pas toujours compte, puisque quand tu es loin des terrains, c'est là que tu remets en perspective le fait que faire chaque match c'est une chance, porter ce maillot c'est une chance. Et donc dans le discours des filles, dans les remises de maillots, c'est revenu aussi assez régulièrement qu'il fallait se battre sur le terrain parce qu'elles avaient la chance d'être là. Et les filles m'ont toujours fait sentir intégrée à cette équipe. Et les remises de maillots, c'est vrai que ça a toujours été compliqué, mais je suis très reconnaissante envers les filles d'avoir pensé à me remettre au moins un maillot avec écrit Putain de Nana dans le dos. Et si tu avais un message à passer aux blessés, et particulièrement à ceux ou celles qui se sont fait les croisés cette année ou qui sont en pleine réduc comme toi, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, je pense que je leur dirais que ça va être long, faut pas se le cacher, ça sert à rien de mentir et de dire non, ça va passer vite, tu vas voir, tu vas être bien occupé. Alors, avec du recul, oui, le temps passe vite, mais le temps passe vite tout court, mais ça va être long, ça va être dur, mais faut rien lâcher parce que on s'en sort, c'est pas la fin du monde. On s'en sort, on peut reprendre le rugby après. Et que si ça va pas, faut le dire, faut chercher de l'aide parce que c'est déjà assez dur physiquement. Alors si mentalement ça va pas, c'est encore plus dur. Donc je pense que je leur dirais que faut pas baisser les bras puisque c'est très long, c'est un combat sur plusieurs mois et donc même si on voit pas le bout, forcément au jour le jour, faut continuer d'avancer, pas baisser les bras et surtout continuer à bien s'entourer de l'équipe et de ses amis pour pas perdre de vue la routine et notre quotidien qu'on avait avant la blessure. Et du coup, cette blessure, malgré toi, elle a quand même permis, entre guillemets, de dynamiser aussi le projet du club, de proposer des CDD de semi-professionnalisation à ces joueuses. Tu ressens quoi par rapport à ça, puisque c'est justement ton rythme de vie de fou d'avant qui a mis le doigt justement sur les conditions des joueuses de rugby en France qui ne sont pas payées et pourtant qui s'entraînent énormément. Toi, comment tu te sens vis-à-vis de ça ? Alors, c'est triste que ça ait dû arriver pour ouvrir les yeux à certaines personnes sur les conditions des sportifs de haut niveau. Mais d'un autre côté, je suis contente que ma blessure ait pu servir. Laura, elle avait déjà un peu ses projets en tête. Et c'est vrai qu'elle était présente lors du tournoi. Quand je me suis blessée, et quand je me suis blessée, elle a été très très énervée parce que c'est dû à mon rythme justement assez compliqué à suivre pour une sportive de haut niveau que je me suis blessée, donc ça a vraiment rendu Laura folle de rage et elle a dit stop, ça peut plus continuer, faut faire quelque chose. Et donc là elle a mis les bouchées doubles et elle s'est dit faut faire un truc et donc ça on va dire favorisé, je pense peut-être ce projet de semi-professionnalisation, mais c'est sûr que tôt ou tard il aurait fallu le faire parce que si t'es étudiante et que t'as pas forcément les moyens, que tu dois travailler en plus de tes études et en plus du rugby, ou même pour les filles qui travaillent déjà, accumuler avec notre charge d'entraînement, il y a un moment où faut aider parce que c'est un rythme quand même très, très intense et donc on peut le tenir 1, 2, 3, 4 ans, mais après ça fatigue quand même beaucoup le corps et l'esprit. Mais donc je suis malheureusement contente, on va dire, de pouvoir avoir aidé à ma manière, même s'il a fallu que je me blesse. Mais bon, au moins, ça aura servi à quelque chose. Et pour toi, là-dedans, c'est quoi les principaux points à changer ? Dans la condition des sportifs de haut niveau ?
Je pense qu'il y a d'abord une reconnaissance des gens à avoir, ou du moins une prise de conscience, puisque il y a des gens qui pensent vu qu'on est sportif de haut niveau, on est payé. Pour des gens, ils se posent même pas la question, ça va de soi. Donc ils comprennent pas pourquoi Et après, il y a d'autres personnes qui pour eux, ça leur traverse même pas l'esprit qu'on soit payé, puisque pour eux, le sport féminin, on va dire, c'est pas aussi intéressant que le sport masculin, et ils y voient pas les avantages, puisque très peu de médiatisation ou très peu de sens du spectacle, puisque les gabarits sont moins impressionnants, ou les contacts sont moins impressionnants, quoique pas forcément vrai, mais ça c'est relatif aux gens. Mais ouais, je pense qu'il faut que ça change, puisque on peut pas demander une charge d'entraînement toujours plus élevée pour rivaliser avec les grosses équipes qui ont des internationales dans leur rang, de toujours en demander plus, mais à un moment, quand on en demande plus, toujours plus, bah forcément on fait des sacrifices pour qu'on puisse répondre à ces attentes, et sauf que bah, ça peut pas être sur le long terme. Sur le long terme, c'est pas viable. Et c'est vrai que ces CDD, ça permettrait aux étudiantes, par exemple, de pas se soucier d'avoir à prendre un job à côté pour pouvoir arrondir les fins de mois, ou s'il n'y a pas l'aide des parents. Et pour les filles qui travaillent déjà, ça pourrait permettre, imaginons, de prendre une demi-journée, une journée par semaine pour pouvoir aller chez le kiné, faire une grasse mat, se reposer. Ça ferait énormément du bien. Et après, quand on voit d'autres clubs, d'autres sports, où les filles sont payées et où pendant leur temps libre, où elles n'ont pas d'entraînement, elles ont juste à penser à leur match d'avant, s'analyser, récupérer, aller chez le kiné, bah forcément la performance elle est pas la même quand t'as juste à penser à toi, à ton équipe, à ta performance et à ta récupération, que les filles qui le dimanche soir quand elles vont se coucher, elles savent qu'elles vont enchaîner le lundi matin avec le boulot et qu'elles ont toutes les emmerdes du boulot dans la semaine, mais que le soir quand elles arrivent à l'entraînement, elles doivent mettre tout ça de côté, et puis on leur en demande encore beaucoup à l'entraînement. Tu rentres, tu vas te coucher, et c'est comme ça tous les jours. Donc, ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Alors, de pouvoir reprendre aussi bien qu'avant ma blessure, voire mieux. Parce que je pense que ça m'a quand même, mine de rien, rendue plus forte, même si je m'en rends pas encore forcément compte. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? De retrouver les terrains rapidement et de m'épanouir comme avant. Je pense que c'est le plus important. Pour moi, c'est de retourner sur les terrains et reprendre pas ma place, puisque c'est pas ma place, mais de reprendre le rugby, de me faire plaisir. Et après, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Pas forcément à moi, mais à toute l'équipe et aux équipes féminines, c'est que ça change, que le sport féminin se dynamise, et que nous, notre projet aboutisse, et qu'on puisse offrir les CDD aux filles pour pouvoir souffler un peu. Et dernière question récurrente, tu penses que tu laisseras quoi au stade Une Voix derrière toi ? Wow. C'est une très très bonne question. Qu'est-ce que je laisserai derrière moi ? Alors, je sais pas, parce que je suis pas prête de partir pour l'instant, mais je pense que je m'implique beaucoup quand même pour le club au niveau de l'école de rugby, vu que j'entraîne. Donc j'espère avoir laissé, quand je partirai, des futurs petits champions en formation. Et après, en tant que pour l'équipe, bien, je ne sais pas, mais j'espère laisser une trace quand même en partant, de par mon implication dans le club et en tant que joueuse. Eh bien, on souhaite à Vico de retrouver les terrains le plus rapidement possible. Merci à tous de nous avoir écoutés, et on se retrouve très bientôt.